Territory, le podcast cinéma des territoires isolés. You drove here? I'm sorry, stopped teaching the class. I look forward to it. hande komin holben 您这熊猫弄去。去了那什么满洲里，你又能怎么办？ Let's go, let's go. Donc la politique, c'est comme une discothèque. Ici, ils l'ont appelé le paradise, mais ils sont trop cons. C'est une soirée avec le diable. Bonjour à toutes et tous, une fenêtre s'est ouverte et le vent vient de balayer une année. Meilleurs vœux à vous qui nous écoutez et merci d'être présents pour un nouvel épisode avec un invité inédit que la plongée en territoire a grandement inspiré. Invité à la station? Non. T'as des beaux yeux, hein? Ah bon? Ouais. Merci. Moi, je suis bien arrivé, là. C'est chouette alors? Ouais. Tu vas rester longtemps? Je suis pas ça, juste. Ça va? Moi, j'ai pas vraiment de métier, enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai l'impression d'avoir fait que des mauvais choix dans ma vie. Tu vas pas passer ta nuit sur un bout de banquette tout dur, là, viens. Cherche une chambre, tu l'aurais pas vu? Bah, c'est pas celle-là la mienne, hein. Ce serait pas un peu con des fois? Aujourd'hui dans Territory, c'est un cinéaste assez complet, représentant d'un trio hors norme qui nous fait l'honneur, que dis-je, le privilège d'être le premier invité de cette année 2026. N'ayant pas encore passé les 30 années sur Terre, il a mis un pied très jeune dans l'actorat, puis a fait ses armes dans la section scénario de l'incroyable école La Cinéfabrique. C'est là qu'il rencontre ses deux acolytes, Léo Couture et Matteo Eustachon. Le trio passe rapidement à la réalisation d'un premier long-métrage tourné sur 3 étés qui annonce le style des cinéastes en herbe, ayant capturé leur récit sur 3 territoires uniques en leur genre, Arles, Étretat et Ibiza. Remarqué en 2022, Mourir à Ibiza, un film en 3 étés, remporte au Film Marseille pas moins de 4 prix et Shellac en assure la sortie en salle, malheureusement plutôt discrète mais grandement remarquée par la critique. Seulement 3 ans après, la belle équipe reprend goût à l'évasion pour un nouveau long-métrage de fiction. Fini les plages et les grillons, c'est la saison hivernale en montagne qui les mène au parcours initiatique d'un héros en questionnement existentiel. Il y a un peu la part du cinéma au masculin de Kelly Reichardt et le ton de Rester vertical d'Alain Guiraudy. Laurent dans le vent, cette seconde œuvre, dont vient nous parler notre invité, a eu sa première mondiale au Festival de Cannes 2025, dans la section Acide, avant l'effet chasse-neige pour sa sortie depuis le 31 décembre 2025. Par ailleurs, Laurent dans le vent figure à la 9e place du toujours très influent et commenté top annuel des cahiers du cinéma, tout en étant également présent dans la liste de nos films favoris ici chez Territory. C'est pour ça qu'il était important pour nous de parler de cet objet à la fois fascinant, nous laissant le temps à l'errance, au rire, au malaise et à l'émotion. Car finalement, nous sommes tous un peu ce fils prodigue dont Baptiste Péruza prête son corps carré mais fragile, sa voix basse et son regard fuyard. Entouré de second rôles non professionnels du jeu et de personnages féminins forts en personnalité, à la présence poignante dont Béatrice Dalle et Suzanne Debec en donnent la vie, Baptiste Péruza s'impose comme un sérieux prétendant au César du meilleur espoir masculin et un talent évident à suivre. Tout comme nos 3 brillants cinéastes, dont chacun occupe au moins une autre casquette, en plus d'être à l'écriture du scénario et à la réalisation. En effet, Matteo Eustachon est aussi directeur de la photographie, Léo Couture à la charge du son du plateau jusqu'à la post-production, tout en composant la musique, et notre invité ici présent fait donc office de script pendant le tournage. C'est avec curiosité, joie et passion qu'il nous faut, sans plus tarder, vous le présenter. Nous avons tant à nous dire pendant cette heure de cinéma en territoire de haute montagne. Bonjour Anton Balégian, bienvenue dans Territory. Bonjour, merci beaucoup. Hello. Je suis très fier d'être le premier invité de 2026. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On va donc parler de Laurent dans le vent surtout, mais aussi de ta manière de travailler en trio, de vos références collectives, et puis un petit peu de ta cinéphilie aussi. Voilà, je laisse la main à Laetitia pour les premières questions de curiosité. Merci Germain et bonjour Anton. L'origine, donc, c'est une histoire vraie. Laurent dans le vent s'inspire d'une histoire dont vous avez eu écho.
Mathéo Stachon, Léo Couture et toi. À savoir celle d'un homme qui avait vécu tout seul pendant 1 an dans une station de ski. Donc, avec tes 2 compères, vous êtes partis sur place en repérage pour interroger certaines personnes du voisinage. Pendant plusieurs mois, vous avez ainsi choisi de fonctionner par aller-retour entre des phases d'écriture, des phases de rencontre qui s'intégraient progressivement au conte initial que vous étiez en train d'écrire, jusqu'à ce que cela devienne une matière uniforme. Est-ce que l'origine du scénario est assez différente ou elle part bien de là et de cette fameuse histoire vraie ? Oui, vous êtes bien renseigné. Non, elle part vraiment de là. En fait, elle part d'un mélange de choses. En partie de cette histoire qu'on a entendue, parce que, en fait, au début de l'envie du film, c'était assez vague et en même temps assez précis. C'est-à-dire qu'on sentait qu'on avait envie de montagne pour une raison très mystérieuse, parce qu'aucun de nous 3 en vient, qu'on y a tous les 3 passé assez peu de temps dans nos vies. Et donc, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose d'un sentiment qui s'incarnait dans ce qu'on imaginait être une vallée des Alpes, et un sentiment de vertige, de danger et de solitude, tout ça mélangé. Voilà, on parlait vraiment comme ça en termes assez vagues. Et en fait, donc on est tout d'abord partis tous les 3 enquêter. C'est-à-dire mais enquêter de loin, quoi. Au début, on s'est juste dit, bon voilà, on sent tout ça tous les 3. Allons chacun un peu glaner des infos sur des endroits, sur des histoires, sur un peu ce qu'on veut. Et quand on se retrouve, on se parle de ce qu'on a récolté, quoi. Et donc chacun y allait faire un peu ses courses de son côté. Et moi, je savais juste que j'avais une amie, c'était mon seul point d'accroche pour tout ça, qui avait un studio dans les Hautes-Alpes, enfin sa famille en fait, et dans une station de ski. Et donc je lui ai dit, prenons un café et parle-moi de cet endroit. Je savais pas du tout où j'allais avec ça. Et donc on a passé 2-3 heures à discuter. Et au milieu de cette discussion, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient dans ce qu'elle me racontait. Je disais, mais elle a fini par me dire, mais oui, tu peux pas y aller parce qu'il y a quelqu'un qui y est. Et je dis, comment ça, quelqu'un qui y est? Je sais plus, on était en octobre. Non, on était où? Je sais plus quand on était, bon bref. Hors saison, quoi. Ouais, en tout cas, c'était pas le moment d'être dans un studio de ski. Et en fait, voilà, et là, elle m'a appris que cette personne, c'était un ami de sa mère qui y vivait depuis un certain temps. Et qui était pas en vacances, en fait, qui juste avait plus nulle part où aller depuis un moment, qui allait pas très bien, qui se posait plein de questions, et voilà, qui avait trouvé refuge là-bas, mais qui avait ni permis, ni travail là-bas, enfin absolument rien à faire, à part y être, quoi. Et je me suis dit, tiens, là, il y a une espèce de situation qui en tout cas ressemble à une situation de cinéma qui pourrait nous plaire à tous les 3, et qui parlerait qui avait l'air d'avoir plein de choses en elle, quoi, sur... à la fois, oui, qui avait quelque chose qui nous ressemble aussi, je crois, quand on a envie de faire des films, qui est une situation très réaliste et en même temps très romanesque, quoi, les 2 en même temps. Et voilà, du coup, instinctivement, j'ai raconté ça aux autres. Et voilà, on a tous les 3 accroché très fort à cette idée. Et en même temps, en se disant, bon, par contre, ça peut sûrement pas parler d'un homme de 60 ans qui va pas bien, mais ça nous a plutôt évoqué très fort et très vite des gens autour de nous et nous qui traversions un moment, mais surtout des gens autour de nous qui traversaient des moments d'intense détresse et de solitude, plein de gens qui partaient comme ça en essayant de trouver quelque chose quelque part loin de là où ils étaient, donc en fait loin de la ville où ils étaient. Et voilà, on s'est dit, bah tiens, voilà, mélangeons ces 2 idées et allons voir dans des stations de ski, donc déjà celle-là en particulier, puis ensuite plein d'autres, et leur vallée attenante, ce qui s'y passe, quoi. Avec très vite l'instinct que ça allait être l'histoire d'un garçon très seul, du coup, et potentiellement très perdu, qui allait rencontrer d'autres gens qui, hors saison, du coup, vivent là, esselés dans une vallée attenante à une station de ski. Mais du coup, il y avait quand même une attirance sur le fait de tourner dans les territoires, puisque tu dis que vous venez pas du tout de là. Enfin, pourquoi cette attirance sur un territoire isolé Ouais, bah nous on s'est jamais dit tournons dans un territoire isolé. C'est juste que je crois que en fait, bah quand même, dans Mourir à Ibiza, qui est notre film précédent, il y avait déjà ce plaisir que comment dire, ouais, que les endroits dans lesquels on tourne ressemblent aux histoires qu'on allait y raconter. Et Léo il dit des paysages état d'âme, mais ouais, c'est un peu ça, c'est que il y a et même dans les titres ça, parce que chaque film avait sa sous-partie, enfin chaque sous-partie du film de Mourir à Ibiza avait son titre, et par exemple c'était Naufrage à Etretat, Mourir à Ibiza, ça c'était, voilà, comment dire, et chaque film commençait avec une espèce de carte postale qui allait, et en fait on s'intéressait,
C'est des territoires très touristiques à chaque fois. Comment dire, dans les plis de cette carte postale, on allait chercher des histoires beaucoup plus petites de gens qui essayaient de s'en sortir à l'intérieur, quoi. Et donc je pense qu'on avait cette espèce de plaisir-là tous les trois à faire ça. Aussi ce plaisir-là à trois à aller dans des endroits qu'on connaissait pas. Parce que je pense que quand on fait des films chacun de nos côtés, ou moi par exemple, ça obéit pas du tout à cette curiosité-là, enfin pas la même, quoi. C'est-à-dire souvent, moi je fais, en tout cas le seul court-métrage que j'ai fait tout seul se passe à Paris, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, c'est beaucoup plus autobiographique. Oui, j'ai vu ton court-métrage en fait, du coup je m'interrogeais par rapport à ça, au contraste, quoi. Bah ouais, et je pense que c'est le fait d'être trois aussi qui nous pousse à faire ça, puis à faire un cinéma des rencontres, un cinéma de collectif et tout, c'est assez différent. Et donc je pense juste que assez naturellement notre plaisir vient de là, et on s'est dit que un espace de montagne qui peut être très touristique, en même temps très isolé, et qui ressemble fort à un personnage qui se sent très inutile dans un monde qui peut aller très vite, comme un monde qui peut être soudain vidé et très angoissant. Un personnage aussi qui oscille entre espoir et désespoir, une forme d'apathie, une forme de danger. Enfin, tout ça, c'était des contrastes très forts qu'on a l'impression qu'ils existaient dans une vallée des Alpes, quoi. Et ça, du coup, ça donnait déjà une espèce de visage à notre récit. Est-ce que tu peux, du coup, pour faire la transition, nous parler de comment vous avez écrit tous les trois, même si tu en as un petit peu déjà parlé, mais une fois que vous avez décidé de choisir ce personnage, comment vous l'avez écrit, comment vous avez choisi ce qui allait se passer, enfin voilà. Et du coup, on avait cette situation initiale qui était un jeune homme qui est au carrefour qui a l'impression d'être au carrefour de son existence, alors qu'il a à peine 30 ans, mais qu'il a l'impression d'être jamais complètement entré dans sa vie. Ça, c'était un peu ce qu'on se disait. Et qui, du coup, se retrouve, après avoir jamais vraiment choisi grand-chose, petit à petit se retrouve en marge de sa propre vie et réduit à vivre dans un endroit qu'il n'a pas choisi, très loin de ce qu'il connaît et très loin de ce dont il a envie. Donc voilà, dans un studio, dans une station de ski vide, dans les Hautes-Alpes. Ça, c'était notre point initial. Et notre seconde idée, c'est qu'il allait du coup y rencontrer plein de gens qui vivent dans cette vallée hors saison. Et donc on a commencé, je crois, par en fait faire une espèce de portrait, de liste de personnages qu'il allait pouvoir rencontrer. Et qui sont venus très vite, alors qu'on n'avait même pas encore visité aucune vallée, aucune station. Et qui en fait sont restés. Donc voilà, je pense qu'à peu près tous les personnages du film nous sont venus comme ça, à gros traits, quoi. Et donc tout le travail ensuite a été de dessiner, et on l'a vraiment fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on avait tous ces personnages-là, notre personnage principal, et un peu comme un conte, ou comme un... il a fallu placer tous ces personnages-là sur la carte de cette vallée, et se demander par quel chemin notre personnage allait tous les rencontrer, quoi. Et du coup tout ce qu'il allait pouvoir vivre avec eux, et elle. Et donc voilà, et donc en fait on est à partir de cette idée-là qu'on a eue, on avait posé les personnages, on avait posé le principal, et on est allé commencer assez vite à se balader dans des vallées, faire plein de rencontres, et au fur et à mesure, des histoires qu'on entendait, des personnes qu'on rencontrait, les choses se précisaient, les idées venaient, on a écrit comme ça, comme tu disais tout à l'heure, en aller-retour entre rencontres, balades et travail vraiment plus purement dramaturgique, quoi, mais pendant très longtemps, on a presque plus eu les personnages que Laurent rencontre, parce que la grande idée c'était quand même que ces personnages-là deviennent aussi principaux que Laurent. Mais en fait, il l'était presque plus au début. Et lui, ouais. Ouais, on a mis plus de temps à lui, on l'a trouvé assez tardivement. Okay. Et d'ailleurs, on l'a trouvé vraiment que quand Baptiste s'est mis à le jouer, mais on a quand même... on a rencontré Baptiste avant de le rencontrer pour de vrai, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans un film, un court-métrage, et c'est à ce moment-là on a vraiment eu l'impression de... Le court-métrage de Brio Chips, c'est ça ? Ouais, c'est ça, qui s'appelle Koban Luzu. Et on a eu l'impression que un gars qu'on écrivait depuis quelques temps, mais qu'on avait l'impression de pas vraiment connaître, prenait cher sous nos yeux, qu'on se disait, mais c'est exactement ce genre de mec-là. C'est-à-dire aussi effacé et en même temps aussi expressif. C'est-à-dire aussi capable d'être perdu et d'aller vers les gens, et une contradiction qui habitait le personnage comme ça, qui était résolue par Baptiste, quoi.
Et donc voilà, et donc une fois qu'on a réuni tout ça, le scénario s'est finalement écrit assez vite. Ouais. Et voilà, et comment on écrit concrètement? On écrit à 3, tout à 3. Donc dans la même pièce tous les 3, chacun derrière son ordinateur, sur un document Google Drive partagé. Okay. Et on écrit voilà, tous en même temps, tous en discutant, tout en écrivant, mais toujours à 3 quoi. Avec des désaccords, j'imagine? Ouais, constamment. C'est ça qui fait le sel du... Enfin, c'est ça qui fait avancer la chose, quoi, mais que... Vous avez eu des désaccords sur le personnage, enfin sur Laurent, sur vraiment des gros désaccords? Ouais, donc ce qui a mis vraiment beaucoup de temps, mais pas... Comment dire? C'était pas tant un désaccord que une recherche un peu compliquée. C'était comment dire? Comment caractériser son état? On a eu beaucoup de temps à arrêter d'essayer de lui trouver une pathologie. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dépressif? Est-ce qu'il est bipolaire? Est-ce qu'il est autiste? Qu'il est autiste, je sais pas quoi. Et de juste se dire, non, en fait, arrêtons avec... de nommer, quoi. Résistons à mettre un nom sur son mal-être. En fait, en tout cas, surtout, à lui poser un stigmate psychologique, quoi. Plutôt, gardons une idée plus philosophique, plus existentielle de son problème. Et on trouvait ça d'autant plus intéressant de pas le nommer, que lui-même le sait pas vraiment, et qu'en plus on voyait beaucoup de gens à côté de nous qui peuvent même passer par l'hôpital psychiatrique sans qu'on leur décèle vraiment, qu'on leur fasse un diagnostic, quoi. Il y avait une espèce une phase comme ça de perdition, de dépression, mais qui n'était pas liée à une maladie mentale, quoi. Et ça nous intéressait d'être à la frontière comme ça, de pas savoir, de jamais vraiment savoir si c'est un mec qu'il fallait soigner, si c'est un mec qu'il fallait engueuler, si c'est un mec qu'il fallait laisser vivre. Si son problème était politique, si son problème était... Non, mais c'est très juste là-dessus. Ouais. Et voilà, ça nous plaisait d'être à la frontière de tout ça, parce que ça rend des personnages ambigus, et ça permettait au film de jamais pouvoir le trouver, et au spectateur de jamais pouvoir le trouver une solution, quoi, toute faite. Il fallait qu'il la trouve lui-même, quoi. Il n'y a pas de bonne solution. Ouais. Tu parlais d'un peu la crise, je parle pas de la crise de la trentaine, mais voilà, d'une crise qu'on peut ressentir à un certain âge. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la génération des millennials, je sais pas quel âge tu as, mais voilà. C'est l'âge de Laurent. Ok. Donc c'est souvent défini comme une génération donc née début, je sais plus, entre le début des années 80 et la fin des années 90, qui a donc grandi avec des mutations, l'arrivée d'Internet, mais aussi toutes les crises qu'on connaît et la remise, et du coup avec une certaine remise en question aussi d'un modèle traditionnel de réussite professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Donc voilà, je voulais savoir, toi, en tant que réalisateur, est-ce que c'est des questionnements qui ont influencé ton écriture ou de la manière de construire le film, ou tout simplement de vouloir raconter ça? Ah bah ouais, complètement. Bah, je veux dire, je crois même que moi, et puis ensuite avec mes 2 camarades, on a fait que des films sur des personnages qui vivaient à peu près là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas, les gens qui approchent de la trentaine. Bah oui, parce que je pense que à notre hauteur et depuis là où on parle, c'est ça qui nous arrive, c'est qu'on a l'impression que comment dire, et c'est d'ailleurs pour ça que ça nous amusait de le faire dans une station de ski, c'est que ça ressemblait bien, une station de ski, à la fin d'une époque. En fait, pour nous, une station de ski, c'était, comment dire, c'est la jeunesse, c'est la génération de nos parents. Donc c'est une génération qui a cru qu'on avait trouvé une espèce de compromis où dans le capitalisme et la démocratie sociale, on allait pouvoir réussir à tirer notre épingle de viser une espèce d'égalité sociale, que oui, que tout le monde pouvait y aller, que tout le monde aurait accès, quoi. Ouais. À une vie confortable et à un destin heureux. Et nous, j'ai l'impression qu'on est un peu une génération qui se rend compte que non, que les inégalités sont très fortes, et qu'on est dans un système économique qui permet en fait à un petit nombre de s'en sortir et d'être heureux, et à un grand nombre de pas y arriver, quoi. Et donc je pense que c'est ce sentiment-là, et ça produit un sentiment de grande impuissance, en fait. Et je crois que ce sentiment de grande impuissance, qui parfois peut produire de la révolte pour certains, mais pour d'autres aussi de l'abattement, quoi. J'ai eu un sentiment que on sait pas quel chemin prendre pour avoir l'impression de vivre heureux, et de vivre heureux collectivement, surtout. Ça, je crois que c'est une des grandes questions qu'on se pose, quoi. Et ouais, je pense que c'est ce sentiment-là, qu'on essaye de dessiner
à travers les personnages, enfin ce personnage de Laurent par exemple, mais aussi à travers voilà, cette station de ski, quoi. C'est l'idée que c'est un endroit un peu en mutation qui est dans une espèce d'absurdité, quoi, parce qu'on se rend bien compte que enfin, qu'est-ce qu'on devient ces stations qui sont aujourd'hui arrosées de neige artificielle, dans lesquelles on pourrait presque plus faire de ski si on attendait que la neige tombe, quoi. Donc, et qui en plus, même avant toute chose, sont utiles que pendant une moitié de l'année. Pendant l'autre moitié, on voit des énormes, presque c'est des villes entières vides. Ah ouais. C'est des bâtiments entiers, des appartements entiers qui sont inoccupés. On se dit, c'est quand même très très étrange, quoi. Enfin, ça rime à quoi, quoi. Et on n'a pas vraiment la réponse, mais on sent bien que il y a un décalage, quoi. Il y a quelque chose qui rime pas à grand chose non plus, quoi. Donc on s'est dit que c'était un endroit assez fort pour incarner le sentiment que traverse Laurent. Alors, Laurent dans le vent, c'est un film de territoire isolé, mais dans la France hexagonale, c'est quelque chose qui est assez marquant. Et la montagne est centrale, et même la station, qui est un personnage à part entière. Enfin, c'est un sentiment vraiment qui en ressort quand on voit le film. Et d'ailleurs, la station elle est même découverte dès le magnifique premier plan en caméra embarquée qui filme les pieds de Laurent, qui la survole en parapente et juste avant la saison d'hiver. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire du choix de ce lieu, justement, de ce lieu spécifiquement, de ce village, de cette station? Eh ben, en fait, c'est le résultat de plein de choses. C'est-à-dire qu'on a, une fois qu'on a écrit le scénario, alors excusez de me rappeler vraiment précisément. En fait, d'abord, il y a une histoire d'aide régionale. C'est-à-dire qu'il fallait nous, on avait repéré, enfin, on n'avait pas repéré, on avait écrit en pensant à cette première station qui était Orsières-Merlette dans les Hautes-Alpes. Et en fait, ça, c'était en région PACA. Donc après, on a eu l'aide de la région Rhône-Alpes. Donc on s'est mis à chercher une station en région Rhône-Alpes. Et en fait, après, on a eu aussi l'aide de la région PACA. Donc il a fallu, en fait, plutôt qu'on cherche une station dans la région PACA. Donc on a vraiment, vraiment vu beaucoup de stations. Et du coup, quand je dis station, c'est aussi tout ce qu'il y a dans la vallée autour de la station. Parce que voilà, donc on avait notre scénario qui était déjà à peu près écrit. Et voilà. Et donc en plus, il fallait que l'endroit réponde à plein de critères. C'est-à-dire à la fois que la station, ce soit une station des années 70 qui porte visuellement cette marque-là, qui soit en béton. Et voilà, avec des hautes tours et tout ça, ça nous importait beaucoup déjà. Il fallait aussi que on sente que... alors après, voilà, il y a un truc un peu... qu'il y ait une espèce de succession dans le périmètre de cette station d'endroits, de décors dont on avait besoin. Donc il fallait un camping, un virage, des maisons un peu isolées. Enfin, voilà, fallait qu'on sente qu'il y aurait tout ça. Il fallait qu'on sente aussi un truc un peu imperceptible, mais que voilà, qu'il y avait une ambiance, des gens avec qui on allait pouvoir bien s'entendre, ça c'était une histoire d'ambiance, quoi, voilà, qui était un peu dur à définir. Et voilà, puis globalement, un endroit qu'on avait envie de filmer, quoi, voilà. Et donc on a fait plein de stations. Et la dernière dans laquelle on est arrivé, après être jamais vraiment complètement convaincu, c'était Les Ors, du coup, qui est une station dans les hauteurs de Embrun, dans les Hautes-Alpes. Et voilà, où j'ai tout ce que je vous ai dit là, tout d'un coup, était réuni, quoi, avec évidemment le doute, parce on y est resté quelques jours, mais on s'est dit bon, là on a l'impression que ça va le faire. Et donc on s'est un peu lancé aveuglément, en sachant en plus qu'il fallait qu'on rencontre dans cet endroit-là 2 personnages assez importants du film, qui sont du coup Lola, une vieille dame que Laurent rencontre au début du film, qui va être assez importante ensuite, et Benoît, qui est un éleveur qui aussi va parcourir tout le film, être assez important. Et donc on les avait pas encore rencontrés en arrivant, quoi. Donc, mais on s'était fixé comme impératif de les rencontrer. Et donc voilà. Et donc en plus, il s'est trouvé que dans cet endroit-là, à l'automne, il y a un court moment, quelques semaines, où tous les arbres deviennent orange, avant de redevenir vert à l'hiver. Et donc pareil, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose de très fort visuellement, que cette intersaison comme ça s'incarne visuellement, et qu'on arrive dans un endroit complètement orange, et que quand soudain l'hiver arrivera, le paysage aura radicalement changé. Parce que voilà, le passage du temps est quand même important dans le film, c'est que le film est vraiment construit en 2 parties. D'abord le hors-saison et ensuite la saison. Et donc voilà, tout ça réuni a fait qu'on
on a eu l'impression que c'était là qu'il fallait qu'on tourne. Justement, tu commençais un peu à l'évoquer, il y a cette révélation avec un héros très discret qui devient à force fascinant. Ce personnage prend vie grâce à Baptiste Pérusa, que tous les trois vous avez repéré avec le film de Briochi, justement on en a parlé, Koban Louzou. Comment se passe cette rencontre, justement ? Et très naturellement, en fait, donc nous on pensait un peu à lui, mais on savait pas du tout si c'est lui qui allait le jouer. Il était un peu devenu le personnage dans notre tête, quoi. Et du coup, quand on a fait des castings, on l'a rencontré très très tôt. Et je sais pas, on s'est pas trop posé de questions, quoi. Il a joué, on a fait la scène du shooting photo, alors un peu comme on a pu, évidemment pas. Voilà, pas à l'extérieur. Non, pas à l'extérieur. Enfin, c'était marrant, ça. On a fait improviser quelques trucs. On a discuté longtemps avec lui. Et c'était hyper naturel. Nous, il nous faisait déjà beaucoup rire. Et en même temps, on le trouvait très émouvant. Lui était intéressé par le film. Enfin, il y a eu une espèce d'évidence. Et en même temps, voilà, on savait pas vraiment est-ce que ça allait être lui. Pour s'en assurer, on a vu beaucoup d'autres acteurs. Et plein d'acteurs beaucoup plus acteurs que Baptiste. C'est-à-dire qui avait joué dans plein de choses, qui avait beaucoup plus de techniques de jeu aussi que Baptiste. Et voilà, mais malgré tout, en fait, Baptiste ne nous quittait pas, quoi. On se disait, mais il y avait quelque chose que personne d'autre n'avait à part lui. Et on avait l'impression que c'était le seul qui pouvait jouer ce rôle, quoi. Et donc on l'a vu, revu, re-revu. La liste des acteurs se resserrait, puis lui restait. Et voilà, et à la fin, ça a paru évident que s'il était toujours là, c'est que dans nos têtes, et s'il nous quittait pas, c'est que c'était évident, c'est que c'était lui, quoi. Et qu'il allait falloir que et lui et nous, on tente l'aventure, quoi, parce qu'en fait, on savait pas si ça allait le faire. Lui, il avait jamais joué dans un long métrage, et encore moins le premier rôle dans un long métrage. Nous-mêmes, on savait pas si ça allait, voilà, si on allait pouvoir emmener Baptiste aussi loin que on voulait emmener Laurent, quoi. Mais on s'est dit en même temps, c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse, c'est le défi qu'il faut qu'on relève, c'est y aller sans le savoir, quoi. Et en même temps, on avait une très grande confiance en Baptiste, quoi. Et du coup, voilà, on s'est lancé. Et ça s'est passé divinement bien. Enfin, c'est que dès le premier jour, nos doutes ont disparu, quoi. En fait, on s'est rendu compte dès le premier jour de tournage que poser notre caméra sur lui, ça allait suffire à nous donner envie de faire le film, quoi. Et ça, c'était quand même... Parce qu'en fait, ouais, ça peut paraître drôle, mais en même temps, quand on fait un film, j'ai l'impression qu'on doute beaucoup tout le temps. On se demande est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce que malgré tous les doutes, tous les revirements, il faut toujours tout remettre sur le plan de travail. Et en fait, voilà. Au moins, quand on se disait, demain on filme Baptiste, on avait une bonne raison de tourner, quoi. Dans ton film, les personnages féminins occupent une place essentielle dans le récit. Donc la grand-mère, jouée par Monique Crespin, incarne une forme de mémoire et de transmission, mais aussi d'ancrage dans le territoire. Le personnage de Sophia, joué par Béatrice Dalle, lui, apporte une présence plus frontale, une confrontation, mais aussi elle lui apporte du trouble et du désir. Et enfin, la sœur, jouée par Suzanne Debec, elle apparaît comme une figure de lien qu'il n'a plus vraiment, il a bougé, qui accompagne Laurent, du coup, au téléphone. Ils sont souvent au téléphone ensemble. Comment tu as pensé ces personnages féminins et en quoi chacune d'elles participe à leur manière à la trajectoire de Laurent ? Comment on les a pensés ? J'ai l'impression qu'on les a pensés de manière assez double à chaque fois. Enfin, en fait, un peu comme les autres personnages, mais un peu comme je disais tout à l'heure, c'est que tous les personnages pour nous, devaient avoir à la fois un ancrage très très réel, c'est-à-dire socialement très réel, et en même temps devaient incarner presque des figures de conte à chaque fois. Et donc j'ai l'impression qu'on les a toutes les trois pensées un peu comme ça. D'abord Lola. Du coup, en fait, elle a quand même un peu changé entre le scénario et pour le coup, ce qui s'est passé au tournage et comment elle est dans le film. C'est qu'au début, nous, on imaginait une très, 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 très vieille femme. On imaginait vraiment une femme de 99 ans, à la limite d'être centenaire, et qui n'en pouvait plus de ne pas mourir, quoi. C'était un peu ça, et qui était là, presque, comment dire, en termes de conte, qui vivait dans la dernière maison du village, la plus vieille, qui avait quelque chose de la... Ouais, je sais pas, presque, qui prenait presque racine là, quoi, voilà, quelque chose comme ça. Et on l'avait écrite comme ça, et comment, en fait, le
le nouvel arrivant prenait la place. Elle, en mourant, lui laissait une place au nouvel arrivant. Enfin, il y avait un truc comme ça de cycle qui marchait assez fort, quoi. Et en fait, à force de faire des rencontres là-bas et de pas vraiment trouver une dame qui correspondait à ce qu'on cherchait, c'est Monique qui est en fait beaucoup plus jeune que le personnage qu'on imaginait, qui en fait qui pour le coup elle venait vraiment avait passé toute sa vie dans la vallée et en même temps avait très envie de jouer. Elle a quel âge du coup Elle a 70 ans en vrai. Ok. Et elle va très bien, elle est en pleine forme. Pas du tout comme, bien de le dire. Comme Lola. Et voilà, en fait ça rend le personnage plus intéressant parce qu'en fait plutôt que d'être à l'article de la mort, c'était un personnage qui avait son état était beaucoup plus ambigu. Est-ce qu'elle était très très déprimée? On sent quand même qu'elle va pas très bien physiquement parce qu'elle est toujours au lit, mais qu'est-ce qu'elle a exactement? On ne sait pas exactement, quoi. On sent qu'elle va pas bien, qu'elle a envie que ça s'arrête, quoi. Et il faut lui faire confiance là-dessus. Et ça nous plaisait bien, en fait. Ça rendait le personnage plus réaliste et plus ambigu, plus complexe. Et voilà, et elle, à la fois, pareil, on l'a pensée comme une figure assez bienveillante, dans le sens où elle devenait une espèce d'amie assez instinctivement pour Laurent. Et en même temps, une figure pas forcément sympathique, ça nous plaisait aussi. On sait pas pourquoi, avec Laurent, ils s'attachent tous les deux. Ils se reconnaissent un peu instinctivement, mais en même temps, elle est pas forcément très sympa avec Fares quand elle le rencontre. Elle a pas l'air d'avoir envie de rencontrer grand monde. Elle est bien avec lui, quoi. Et en même temps, elle incarne aussi quelque chose de très triste, quoi. Elle incarne une idée de la mort, de la disparition, et quelque chose d'assez grave aussi, de l'isolement des personnes âgées. Et ouais, d'une grande tristesse. Et en même temps d'un essouffle de vie. Donc voilà, elle avait cette espèce de dualité là qui nous plaisait beaucoup. Ensuite, Sophia, qui est jouée par Béatrice Dalle. Qu'est-ce qui nous plaisait chez elle? Pareil, on a l'impression d'une espèce de grande douceur comment dire, quelque chose d'apaisé avec le monde, comme si elle avait décidé, c'est très conscient, pour elle la montagne était aussi un refuge, quoi. Ça nous plaisait bien. C'était pas qu'un endroit où on subit la solitude, quoi. C'est aussi un endroit où les gens peuvent décider de s'isoler parce que le monde a été violent avec eux, avec elle pour le coup. Elle en parle un petit peu dans le film, on peut deviner plein d'autres choses ou les imaginer. On voulait pas tout raconter. Voilà, imaginer que c'est vraiment l'endroit qu'elle a choisi avec son fils. Et une figure de mère comme ça aussi, mais assez puissante, quoi. Et en même temps, on trouvait ça assez beau aussi que l'isolement, elle l'a choisi, mais pas vraiment son fils. Elle lui fait un peu subir. Il y a une espèce d'enfermement à deux comme ça, qui nous plaisait bien. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a vraiment demandé son avis à son fils de vivre aussi isolé? Est-ce qu'elle a aussi, c'est elle qui a besoin de lui ou c'est lui qui a besoin d'elle? Enfin, tout ça, c'est des trucs qui nous plaisaient bien parce que le film parle globalement de relations, de comment les gens s'attachent, de ce que les gens se prennent les uns aux autres, de ce qu'ils sont prêts à se donner en échange de ce qu'on leur prend. Enfin, il y a un truc comme ça qui était vraiment l'intérêt du film, quoi. Et du coup, elle a gardé ça très fort. Mais aussi un désir très indépendant et très simple, quoi, qu'elle a envers Laurent. Ça nous plaisait aussi. Et ensuite, Colline, du coup, la sœur de Laurent, elle, pareil, il y avait un premier aspect qui était, qu'on aimait bien avoir l'impression que c'était la sœur de Laurent, mais qu'elle a pris, en partant du même endroit, a pris un chemin complètement opposé à lui. C'est-à-dire comme si elle avait, pour le coup, à l'inverse de Laurent, qui a passé toute sa vie à flotter, comme si elle avait pris un chemin très droit et très fort, quoi. C'est-à-dire qu'elle, on a l'impression qu'elle vit en couple. On imagine, on devine qu'elle a un travail, un appartement, qu'elle s'est jamais trop posé la question et qu'elle a foncé là-dedans, quoi. Tête baissée, et qu'elle a de plus en plus de mal à comprendre ce frère qui lui résiste à prendre ce chemin-là. Et donc au téléphone, voilà, elle est l'espèce de voix du choix, voix de la raison, voilà, ouais, un peu voilà comme on disait un peu un Jiminy Cricket qui lui parle tout le temps à l'oreille et dont on n'a que la voix, quoi. Et en même temps, on aimait vachement que
au bout d'un moment, quand elle sent que Laurent lui échappe, c'est-à-dire qu'en fait, non, il a l'air d'avoir trouvé un chemin mystérieux qu'elle ne maîtrise pas et qu'il a l'air de se mettre à suivre, elle panique et qu'on se rend compte en fait qu'elle aussi a beaucoup besoin de lui, qu'elle aussi marche sur un sol très mouvant. Ouais, sur un sable très mouvant, ouais, exactement, et qu'en fait on devine que pour des raisons pareilles qu'on imagine ou qu'on peut deviner, je sais pas, par rapport à des parents qui sont pas là, à plein de choses, en fait ils ont toujours vécu l'un avec l'autre de manière assez fusionnelle, aussi parce que l'un remplissait le vide de l'autre, quoi. Et l'un s'occupant de l'autre, ça marchait pour eux. Mais qu'à un moment, quand l'un s'éloigne, elle, tout d'un coup, elle perd pied, quoi. Et elle a besoin de lui. Et du coup, il y a une espèce de panique, elle le fait venir. Et voilà, il faut qu'ils en repassent par une petite période comme ça à deux pour qu'ils puissent enfin peut-être se reséparer et voilà, vivre leur chemin tous les deux, quoi. Et donc voilà, pareil, c'est un personnage qu'on a imaginé comme ça, ouais. Ouais, en fait, mais c'est marrant, les trois personnages ont ça, quoi, d'être à la fois très indépendantes et en même temps très dépendantes de liens, mais qu'elles choisissent, quoi. Enfin voilà, ouais, on a eu, je sais pas, ouais, en fait, on les a pas pensées les unes par rapport aux autres, on les a pensées chacune, quoi. Plus par rapport à Laurent et par rapport à elle-même, quoi. Mais ouais, voilà ce que je peux dire sur elle. On va aborder des questions un peu plus autour de la fabrication du film en lui-même. Pour ce second long métrage, vous partez avec un peu plus d'1 million d'euros, si je ne me trompe pas, de budget. L'avance sur recettes, des financements régionaux, la chaîne Arte, un distributeur. Mais tout en gardant une configuration indépendante, une équipe réduite, je crois 6 à 18 personnes. Et principalement de la lumière naturelle, une période de prise de vue étalée sur 7 semaines. Alors, ce qui n'est pas énorme, sans que ça soit non plus le plus court pour ce type de film avec ce budget. Et est-ce que vous vous conditionnez justement à faire un film de façon indépendante comme avec le premier, ou vous arrivez à trouver justement plus de facilité et plus d'espace pour travailler? Alors déjà Arte, en fait on n'a pas, c'est Arte Kino qui a aidé le film au développement, mais on n'a pas vraiment eu le préachat de la chaîne Arte. Okay. Et alors non, nous on adorerait faire avec plus d'argent. Il se trouve que comment dire, en fait nous à la base ce qui comptait très fort pour nous c'était de tourner vite, c'est-à-dire qu'en fait qu'il n'y ait pas trop de temps, le moins de temps possible entre l'envie du film et son écriture et le moment où on allait le tourner. Et du coup déjà on savait qu'il allait falloir qu'on s'adapte à ça, parce que forcément quand on veut tourner vite, ça veut dire tourner avec moins d'argent. Donc nous on avait fixé une espèce de budget de base avec lequel on serait prêt à partir, en se disant qu'on était prêt, comme Mourir à Ibiza, à être uniquement 3 dans l'équipe technique, à embarquer un acteur, et voilà, et tous les autres on les rencontrerait, on ferait une espèce de méthode proche de celle de Mourir à Ibiza, c'est-à-dire un scénario écrit de manière assez rapide et voilà, et beaucoup de travail sur place. Et donc en fait pour avoir ces premiers financements on a écrit un scénario, parce que globalement en France pour avoir des financements il faut, mais bon j'ai l'impression que partout on part d'un scénario, et donc on s'est mis à dialoguer, et je dis ça parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on avait fait pour Mourir à Ibiza. On partait tourner avec un synopsis de 1 page, quoi, et on tous faisaient en écriture de plateau avec les comédiens, les comédiennes sur place, tous dialoguaient en direct, on passait énormément de temps avec du coup 0 argent, du coup 0 plan de travail, du coup tout le temps qu'on voulait, en tout cas par jour, pour tourner tout le temps, quoi. Et du coup voilà, on y passait beaucoup de temps. Et là on a écrit un scénario et on s'est rendu compte qu'on avait pris goût à l'écriture, surtout au dialogue en fait ensemble. Et du coup le scénario s'est en fait écrit assez vite et assez précisément. Et en fait on a assez vite, en fait, du premier coup, eu toutes les aides qu'on demandait. Enfin en tout cas ce qu'il nous fallait pour aller tourner, quoi, les aides que tu as listées là. Et un distributeur et voilà, donc assez vite on s'est dit voilà, on a ce qu'il faut pour aller tourner, on part tourner. Et l'autre impératif qu'on avait, c'est-à-dire en plus de tourner vite, c'était de tourner, il nous fallait du temps, à la fois en préparation et à la fois au tournage, parce qu'on sentait que
qu'il allait falloir qu'on passe nous-mêmes du temps à repérer, comme je disais tout à l'heure, l'importance des gens qu'on allait rencontrer, et pour jouer dans le film, mais aussi comment l'endroit dans lequel on allait tourner marchait. C'est-à-dire nous, ça nous importait très fort que le film s'adapte à l'endroit dans lequel on allait tourner, et pas le contraire, quoi. Qu'on connaisse bien les gens dans la vallée, qu'on connaisse autant des gens qui allaient nous aider directement pour tourner, des gens qui allaient, je sais pas, chez qui on allait manger, avec qui on allait discuter pour nous aider, à 1000 endroits différents, quoi. Il fallait qu'on ait l'impression de connaître un peu l'endroit, quoi, et les gens qui y habitaient. Et donc voilà, il allait falloir qu'on passe. Donc on a passé 2 mois uniquement tous les 3 à vagabonder, faire plein de rencontres, réécrire le scénario, faire du casting. 2 autres mois avec la directrice de prod, la première assistante réal, la régisseuse générale, et à pareil continuer à faire des rencontres, leur faire la transmission, la chef déco, enfin voilà, lui montrer tous les décors. Mais qu'on avait vraiment beaucoup commencé à trouver nous-mêmes, quoi. Et donc ça a été une phase très importante. Et ensuite voilà, un tournage qui était aussi assez long, qu'on ait le temps d'éprouver les situations avec les acteurs, les actrices, surtout que certains n'étaient pas acteurs, pas actrices, que nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de mélanger tout ce petit monde-là, et du coup ça prend du temps. Pareil, on peut pas filer dans les séquences comme on ferait avec plein d'acteurs très habitués. Et voilà, et donc tout ce temps-là aussi nécessite du coup, ça coûte de l'argent, quoi. Du coup ça veut dire que le choix qu'on fait, c'est d'être peu. Et le fait d'être peu, ça nous aide aussi à pas être un gros tournage qui envahit les endroits, qui prend de la place. On a assez peu bloqué de route, enfin on l'a fait un petit peu, mais vraiment très peu. Enfin, voilà, tout ça. Être discret, quoi, être petit. Ça, c'est quelque chose c'est une espèce d'économie, d'écologie aussi qui nous plaît bien, quoi. Et donc voilà, tout ça faisant, ça veut dire qu'on a peu d'argent et qu'on va trouver des moyens pour faire avec peu, quoi, mais pour faire avec du temps et D'accord, merci. rapidement. Et on en parlait dans l'introduction, et tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Vous êtes donc tous les 3 un peu des cinéastes assez complets et multitâches. Au-delà des responsabilités que vous vous donnez à chacun au travers de l'image, du son, de la supervision, du suivi, comment fonctionnez-vous sur justement la direction des actrices et toute la partie du montage image, puisque du coup vous êtes 3 à donner votre avis? Et on fonctionne toujours pareil, hein, on fait tout ensemble. Un peu de la même manière dont je vous racontais l'écriture tout à l'heure, c'est-à-dire que franchement il n'y a aucune méthode formelle, quoi. C'est-à-dire qu'on discute, disons que pour que ça marche, une fois que le tournage arrive, il faut qu'on ait énormément préparé le film. Donc comme je disais tout à l'heure, on a passé énormément de temps on a repéré tous les décors ensemble, on y a passé beaucoup de temps à découper ensemble, à imaginer toutes les séquences ensemble. On a fait tous les castings ensemble. Avant de commencer le tournage, on fait beaucoup de répétitions avec les comédiens, on fait des lectures, on réécrit par rapport aux comédiens, aux comédiennes. Et une fois tout ce travail-là fait, ça nous laisse le loisir sur le tournage, par exemple, pour diriger les acteurs et les actrices, de le faire de manière complètement spontanée, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin d'une prise, on peut très bien tous les 3 foncer sur 3 acteurs différents, ou alors tous les 3 aller voir la même personne, ou alors laisser un seul de nous 3 y aller. On a une confiance aveugle dans ce que vont dire les uns les autres, et une connaissance aussi très précise de ce que pensent les uns et les autres, qui est très amoureux d'une scène, qui a très peur de cette scène, qui sait pas trop quoi faire avec cette scène. Donc ça, vu qu'on le sait très bien, on est assez à l'aise. Voilà, la seule règle, disons, qu'on a, on pourrait la formuler comme ça, c'est-à-dire que ce serait que c'est celui qui est pas d'accord qui a raison. C'est-à-dire que on essaye, et c'est un travail perpétuel, mais de jamais entrer dans un moment où il y en a 2 qui forcent alors qu'il y en a un qui a pas envie, quoi. Ça, c'est quand même une façon de travailler quand même particulière. Il faut qu'on ait tous les 3 très envie, qu'on soit dans une espèce d'enthousiasme à 3, un enthousiasme qui peut être pour quelque chose de très triste ou quelque chose de très drôle, mais voilà, en tout cas il faut qu'on y aille gaiement, ou alors si quelqu'un a envie d'essayer quelque chose parce qu'il veut le montrer, voilà, il faut que on le laisse nous montrer, et puis voilà, à partir de là on se dit ah oui, ça, en fait t'avais raison, et on y va. Ou alors si on sent qu'on bloque, on laisse tomber, quoi. C'est quand même un art de laisser tomber des choses, quoi. Mais bon, on va comme tous les réalisateurs, toutes les réalisatrices tout le temps, quoi. Mais c'est un art de la perte, quoi. Il faut laisser partir des idées qu'on pensait qui étaient géniales, ou voilà, mais là qui marchent pas, pour que l'énergie du trio puisse quand même perdurer. Oui, sachant en plus que là c'est un trio qui doit se communiquer avec une équipe, que même si on n'est pas beaucoup, on est quand même un certain nombre.
et voilà, écouter les désirs et les limites de tout le monde tout le temps, quoi. Donc voilà, mais ça passe par énormément de discussions et donc énormément de temps passé à s'exprimer, à s'écouter, quoi. Faut être prêt à ça. C'est épuisant et tout le monde a pas envie, quoi. Mais voilà. J'imagine, ouais. Mais bon, ça va avec tous les travaux collectifs, qu'ils soient en cinéma ou dans plein d'autres domaines. Je pense que tous les gens qui ont fait l'expérience du groupe, se reconnaissent là-dedans, quoi. Et voilà, et après au montage, c'est pareil. Il y a un monteur là qui s'appelait François Quicré, et on l'a prévenu, quoi. Mais comme tous les gens de l'équipe, ça allait être beaucoup de discussions et on allait être tous les trois avec lui, globalement derrière lui, mais aussi parfois à côté, parfois devant quand il nous laissait un peu tripoter la session de montage. Et c'était des discussions en permanence, plein d'essais, plein de tests. C'est très expérimental forcément d'être trois, quoi, parce qu'il faut essayer les choses. On peut pas dire qu'on n'en veut pas avant de les avoir un peu essayés, avant de se les être montrés. Donc ça marche, c'est beaucoup mettre les mains dedans, quoi. Sachant en plus qu'on est technicien, donc ça c'est un truc que j'ai pas dit sur le tournage, mais c'est que Mathéo, du coup, on l'a dit au début, mais Mathéo est chef opérateur, Léo ingé son, moi script, et du coup pareil, on parle de 3 endroits du plateau précis. Et on se montre aussi des choses, c'est-à-dire techniquement, quoi. Mathéo nous montre des cadres, Léo nous fait écouter des choses, moi je fais remarquer des choses par rapport au scénario, par rapport à ce que j'imagine du montage, par rapport à plein de trucs du découpage et tout. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est se montrer des choses en permanence, quoi. Et ouais, ça prend du temps. Ouais. Bien sûr. Alors justement, nous ici, on aime bien parler de la technique et de l'aspect cinématographique. Il y a dans ton film ce choix de caméra qui est plutôt stable ou en travelling, dont certains très beaux plans cadrés par Mathéo, j'imagine, Stachon, avec un Ronin, ce qui est plutôt agréable, pareil pour peut-être un dilemme cornélien, faire à 3 des sélections graphiques. Est-ce que le numérique et la lumière naturelle, au-delà des choix esthétiques, est une question économique ou plutôt vraiment une volonté créative ? Le numérique, je pense que ça correspond à une façon qu'on a de travailler, de toute façon. C'est que quand on travaille en pellicule, il faut quand même se restreindre à faire assez peu de prises. Et nous, on s'est posé la question parfois, hein, mais on en est quand même venu à la conclusion que, vu comment on travaillait, on fait des très longues prises, on en fait beaucoup, on se laisse le droit de se tromper beaucoup, de tourner beaucoup, en fait on tourne beaucoup. Donc donc là, le numérique a été assez évident. Et ensuite, la lumière naturelle, en fait la lumière est pas si naturelle que ça tout le temps. Disons que, j'allais dire, elle est même parfois pas si réaliste que ça. Donc là c'était plutôt... Non, ce qui était sûr, c'est qu'il allait falloir faire avec peu de sources, enfin peu de matériel, quoi. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, parce qu'il y allait avoir très peu de gens. Donc il y a Mathéo qui fait la lumière avec une chef électro qui s'appelle Laetitia Duvert, et il y avait un qui a été là quasiment tout le temps, disons quand on était 18, quoi. Quand on était 6, les quelques fois où on était 6, Mathéo faisait la lumière tout seul, un peu assisté par son assistant de caméra, Nina Tarantino. Donc c'est la première contrainte, ça allait être qu'il allait falloir faire avec peu de sources, mais ce qui veut dire des fois en fait plutôt faire des lumières assez expressives, par exemple avec une source principale assez forte, quoi. Par exemple chez Lola, qu'on a tourné pour le coup en micro-équipe. Tout ce qui se passe chez Lola, on l'a tourné en 1 semaine en micro-équipe, donc en intérieur, et voilà, et donc ça allait être avec parfois des choix très forts, quoi, du soleil très fort ou du clair-obscur très fort, et ça on aimait bien, comme je disais tout à l'heure, ce que ça raconte d'un endroit qui est un endroit un peu très réel, c'est-à-dire une maison des années décorée comme dans les années 60-70, qu'on sent qui porte en elle des générations et des générations, qu'on voit dans la décoration, qu'on voit dans la texture des murs, qu'on voit dans le plancher qui grince, dans plein de choses comme ça, et en même temps qui ressemble à presque une maison de conte, quoi. Ça nous plaisait comme ça. Pareil, et des lumières assez expressives en vérité chez les nuits chez Sophia aussi sont comme ça, avec des sources assez fortes, une lune qui rentre très fort comme ça. Et en même temps les extérieurs de jour sont des lumières naturelles comme ça, parce qu'on n'avait évidemment pas, on n'avait pas remplacé le soleil, quoi, on n'avait pas de quoi, donc on faisait avec la lumière naturelle. Et donc ça ressemblait au film, quoi, c'est-à-dire un mélange de réalisme brut et de conte. Et je pense qu'on a tout pensé comme ça. L'autre grande question en lumière, ça a été les nuits en extérieur,
En particulier, il y a une forêt qui revient régulièrement dans le film, que Laurent monte et descend en permanence. Et donc on s'est demandé comment on allait la filmer. Et au début, on voulait la filmer en nuit naturelle, c'est-à-dire avec une caméra très sensible et des pleines lunes. En fait, on s'est rendu compte que, vu tout ce qu'on voulait faire, et ça allait être très, très contraignant d'attendre les pleines lunes, et qu'en plus, une caméra très sensible, c'était pas forcément adapté à ce qu'on voulait faire. Bon, bref, du coup, on s'est dit qu'on allait faire des nuits américaines, donc c'est ce qui a été fait dans le film. Et pour ces nuits-là, dans la forêt, qui allait nous donner le luxe de pouvoir, avec aucune source, gérer de manière assez fine une très grande pénombre, et en même temps dans laquelle on discerne des choses, et dans laquelle on discerne tout un paysage, quoi, et aussi qui a une espèce d'étrangeté comme ça, un peu de conte de forêt dans laquelle on voit une silhouette, où on entend des bruits. Et voilà, et ça nous a beaucoup plu, mélangé à des nuits réelles dans le village par exemple, où là il y avait des sources, où on pouvait, pour le coup, il y avait de l'électricité, quoi, il y avait des lampadaires, on pouvait ramener des sources, parce qu'on n'avait pas de quoi du tout, on voulait pas avoir à se ramener des groupes électrogènes, tout ça, ça coûtait cher, c'était compliqué, on était peu. Voilà, donc ça c'est pour la lumière. Et ouais, c'est la question. Et ouais, non, les mouvements de caméra, ouais, c'était au Ronin. Parce que pareil, on a eu très vite l'idée de long travelling, parce que c'est beaucoup Laurent qui marche. Et du coup, voilà, on s'est beaucoup posé la question de comment Laurent découvrait les personnages de la profondeur de champ, de comment Laurent se déplaçait. Qu'il y ait aussi des découvertes tout d'un qui se débouchent derrière Laurent, que la profondeur tout d'un coup soit très 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 vaste, tout d'un coup très très bouchée par des montagnes, qu'on passe du très large au très serré. Et voilà, mais on a utilisé un Ronin pareil parce que ça coûte pas cher, et parce qu'on n'avait pas de quoi se mettre des rails, des kilomètres et des kilomètres de rails, mais on voulait que ce soit un Ronin qui ressemble pas du tout à un Ronin, quoi. On voulait pas jouer le côté flottant du Ronin, on voulait vraiment que ça ressemble à du travelling, quoi. Et j'ai l'impression que dans le film ça marche, on le sait pas si on nous le dit pas, j'ai l'impression. Et du coup voilà, c'est couplé le Ronin avec un swing car aussi, qui est une espèce de véhicule, une espèce de petite voiture électrique qui épouse vachement les reliefs, qui a des suspensions super grosses, qui est très, très mobile, et le Ronin sur le swing car, ça permet de faire plein de travelling comme ça. On va passer un peu aux influences autour de ton film, ou les films auxquels tu as pensé. Et là, moi, en l'occurrence, je voulais juste parler du film de Les Rendez-vous de l'été et le court-métrage Les Grandes Vacances, réalisé par Valentine Cadic, avec le personnage de Blandine Madec, qui est en fait assez en résonance avec votre film, sur l'errance, sa recherche à elle aussi d'amitié, d'amour, le lien avec la famille, sauf que voilà, le film se passe à Paris pendant les JO. Est-ce que c'est un film que toi t'as vu, voilà, si tu connais le travail de Valentine? Ouais, c'est un film que j'ai vu, et c'est marrant, et je l'ai vu, et j'ai aussi rencontré Valentine dans un festival en Allemagne, et où on a même fait une espèce de table ronde ensemble où on parlait. Et ouais, c'est marrant parce que Laurent, et comment elle s'appelle son personnage? Je sais plus. Blandine. En fait, c'est le nom de l'actrice et le nom du personnage. En fait, elle a vraiment. Et si, en fait, et dans le court-métrage et dans le long-métrage, en fait, c'est exactement le même personnage. Par contre, j'ai pas vu le court-métrage, mais qui se passe dans une station de ski pour le coup, c'est ça? Alors, c'est à la montagne, mais c'est autour d'un lac. Ah oui, c'est ça. Mais c'est en été, voilà. Ouais, mais c'est pareil, oui, il y a un truc un peu de la même manière que vous, avec ce personnage-là, qui arrive à un moment un peu calme. Oui, il se passe plus grand-chose. Et oui, c'est marrant. Et en rigolant, en se disant que les deux personnages étaient un peu cousins, qui à la fois ils auraient beaucoup de choses à se dire, et qu'on est sûr que s'ils se rencontraient ils se diraient rien du tout, ils sauraient pas quoi se dire, ils se parleraient pas. Et ça nous plaisait bien. Et non, après les cousinages, c'est marrant parce que c'est vraiment il y a une espèce de symétrie entre les deux films. Oui, c'est marrant, elle qui vient pour le coup dans le film, je sais plus, elle vient de Bretagne ou de Normandie, au bord de la mer. Je crois que c'est la Normandie. Ouais. Et elle y rentre à la fin. D'ailleurs, c'est pareil, il y a un peu un truc semblable, quoi. Tout le film se passe dans l'endroit étranger dans lequel le personnage se retrouve projeté, qui est un endroit qui à la fois le met très mal à l'aise et en même temps le confronte à plein de choses qu'il est censé résoudre, quoi, dans la solitude. Et il y a comme ça, tout d'un coup, il y a une petite touche, une espèce de passage fugace dans l'endroit d'où il vient. Alors, pour deux raisons différentes. Parce qu'elle, dans son film, elle finit par y rentrer après toute son aventure, alors que nous, il y passe pour repartir. Mais et c'est marrant, symétriquement opposé, où lui
quitte la ville pour un endroit très isolé, alors qu'elle quitte son endroit très isolé, très calme, pour un endroit très violent qu'est la ville. Surtout pareil pendant les JO. Surtout pendant les JO. Et surtout quand on se fait recaler des JO en plus quand même. Ouais, c'est clair. Et ouais, c'est marrant. Non, ce que j'ai à en dire... Ouais, non, mais t'as dit... Ouais, voilà, non, c'est assez touchant. C'est marrant, les similitudes entre les deux personnages, quoi. Oui, carrément. Et puis aussi, je pense, un plaisir de l'écriture, de l'errance et d'une dramaturgie plus souterraine, quoi, qui est moins dictée directement par un personnage parce qu'en fait, c'est deux personnages qui n'ont pas envie de grand-chose. Et en tout cas, qui savent pas trop de quoi ils ont envie, quoi. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont une espèce de blessure intérieure comme ça. Son personnage aussi, c'est marrant parce on comprend au moins qu'elle a une blessure amoureuse assez forte. Et voilà, et pareil, et tous les deux, ils se cherchent dans le rapport aux autres, quoi. Ils vont se frotter un peu aux autres pour voir ce qui se passe, en espérant qu'une étincelle va arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même des personnages positifs, je veux dire. Positifs dans le sens où ils détruisent pas les autres. Ouais, c'est ça. Ils risquent plus de se détruire eux-mêmes, quoi. Oui, c'est ça. Ça me plaît beaucoup aussi que Et du coup, ils sont pas dans un rapport conflictuel avec les autres. Pas du tout. Plutôt dans un rapport de collaboration. Et ça, c'est un truc. Et de partage. Ouais. Et ça, c'est un truc qui nous plaît bien aussi. J'ai l'impression et qui a été un des grands défis du film, c'est comment on construit une dramaturgie autour de gens qui ont envie de faire des choses ensemble, plutôt qu'entre des gens qui sont dans une espèce de rapport de guerre ou de concurrence. Sachant que la guerre, elle existe, mais elle est derrière eux, ou devant eux, ou autour d'eux. Ouais, c'est ça. Ils essayent de faire leur trou, quoi. Et je pense pareil, ça, c'est des trucs parce que ça les rend très touchants, et parce qu'à la fois drôle et tragique, quoi. Et les deux, je pense que les deux personnages partagent ça très fort. Et voilà, et c'est marrant parce qu'en plus, entre une station de ski hors saison ou en saison et les Jeux Olympiques, il y a plein de points communs, quoi, dans l'absurdité de ce que c'est que ces grands rendez-vous. Exactement, c'est clair. Et d'ailleurs, pareil, les JO d'hiver, là, dans les Hautes-Alpes, ça crée plein de... Ah oui, c'est vrai. Plein de débats. J'imagine. Peut-être que Valentine fera un film dessus. Peut-être. Réponse inversée. Est-ce que tu arriverais à nous parler des influences cinématographiques, littéraires, photographiques ou artistiques qui vous ont porté tous les trois dans la création de Laurent dans le vent ? Question un peu difficile, je suis désolé, mais c'est intéressant en même temps. En fait, difficile parce qu'il y en a plein, et il y en a plein qui ont aucun rapport un peu les unes avec les autres, parce qu'on travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire que, en fait, les références, ça nous aide à nous parler, quoi. De la même manière que je disais tout à l'heure, on se montre beaucoup de choses, on est obligé que comme on est trois, et qu'en plus on a un goût tous les trois pour les objets impurs, c'est-à-dire on est quand même pas dans des trucs de dispositifs ou pas dans des régimes de films très ou comment dire. Vous voyez, il y a pas un dispositif rigide, quoi. Il peut y avoir des passages très silencieux, tout d'un coup des passages très musicaux, des moments très drôles, des moments très tristes. Ça peut être très lent et devenir rapide. Enfin, il y a un truc comme ça. On aime bien que les choses se... Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est le grand au fond, si on devait résumer un peu ce qu'on aime faire, c'est ça. C'est comment dire que des opposés soient rassemblés, que le cinéma pour nous ça sert à ça quand on est à trois, quoi. Que des choses très très différentes coexistent, quoi. Et donc voilà, c'est pareil avec les références. Et donc qu'est-ce que je pourrais dire oui, il y a plein de films comment dire, des films de promenade et avec un personnage promeneur, alors parfois de manière très douce, parfois de manière très violente. On rigolait en se disant que c'était une espèce de théorème de Pasolini, mais avec un mec plutôt sympa, mais avec pareil cette espèce d'incursion, et où le politique est ailleurs. C'est-à-dire que dans Pasolini, c'est un rapport de l'incursion d'un personnage dans la bourgeoisie et comment il détruit de l'intérieur une famille bourgeoise à un moment de guerre sociale. Et nous, c'est un personnage plutôt qui s'incruste plutôt dans des vies marginales et qui grâce à des rencontres qui est une espèce de mi-squatter, mi-guide, quoi. Et ça nous plaisait bien. Parce qu'en tout cas, ouais, de théorème, on tirait un peu cette position d'ange, quoi, et de personnage très désiré aussi. Ça nous faisait rire, quoi, qu'un mec aussi perdu soit autant désiré par tout le monde. C'est vrai. Parce qu'il a une espèce de grâce, quoi. Voilà, on sait pas d'où elle lui vient, mais il l'a. Donc il y avait ça. Les films de Kelly Reichardt aussi sont très beaux parce qu'ils parlent souvent de personnages qui
dans la marginalité. En errance aussi. Ouais. Et ouais, dans des vies d'errance. Je pense que oui, tu parlais tout à l'heure du cinéma d'Alain Guiraudy, et aussi d'ailleurs de la littérature d'Alain Guiraudy, qui, pour plein de films différents, et nous a beaucoup porté sur la question du cinéma politique, quoi. J'ai l'impression que... Et de l'utopie. Lui, il nous parle beaucoup pour ça, quoi. Parce que je pense qu'on a découvert tous les trois, à travers ses films et ses romans, une manière politique de faire du cinéma en dessinant des univers un tout petit peu parallèles de ceux dans lesquels on vit, et qui dessinent des rapports humains désirables. Et ça, c'est aussi... même si parfois ils sont très violents, même si parfois, voilà... c'est pas du tout des mondes parfaits, au contraire, mais c'est des mondes... dans lesquels les relations sont pleines, dans lesquels les relations sont intenses, sont belles, et ça nous plaît beaucoup, quoi. Ouais, aussi. Et puis quoi d'autre ouais, s'il y a un autre truc dont on parlait beaucoup, il y a un roman qui s'appelle Mes amis, de Emmanuel Bove, qui est un roman assez court, de la fin du 19e, début 20e, je sais plus, fin 19e, je crois. Un roman réaliste comme ça qui pour le coup se passe en ville, à Paris, mais sur un personnage qui s'appelle Victor Bâton, et qui, je sais même plus exactement ce qu'il fait là, mais en tout cas, il a pas de travail, il est tout seul, et il se cherche des amis, quoi, désespérément. Donc n'importe qui peut devenir une source de... Il vit la vie des gens, quoi, il y a ce truc-là, et ça nous plaisait beaucoup. Un personnage, parce que pareil, ça le rend désespérant, et en même temps ça le rend immensément charmant et beau, parce que personne ne fait ça, voilà, de se frotter à la vie des gens en essayant d'entrer dedans, par pure envie de vivre, quoi, avec les autres. Et voilà, ça nous plaisait bien. Après, j'avoue que je pourrais les égrener comme ça. Oui, bien sûr. Non, mais c'était ce qui te venait en tête. Voilà, mais c'est déjà super. Ouais, ça, c'est les principaux. C'est pour ça que je te disais littéraire, cinématographique, ouais. photographique. Tu sais, des fois, on a une image, on a un texte, on a quelque chose qui nous marque. Ouais. C'est ça qui était intéressant. Ouais, mais tu vois, spontanément, tu nous as. Ouais, mais après, du coup, comme ça, je vous parle de choses un peu plus larges par rapport à l'histoire du film, au récit et tout. Mais puis, il y a des grandes idées, l'esthétique générale du film. Comme après, voilà, par-ci par-là, on a pu parler de Under the Skin en se disant, c'est marrant, comment, pour se donner des idées de découpage, en se disant, Laurent, c'est aussi un peu un alien quelque part, c'est intéressant. Puis on a pu se parler de... Il y a le personnage de Joaquin Phoenix dans Two Lovers nous plaisait aussi pour plein de raisons, un truc de... comme ça, ouais. Léonard Quadricor. Exactement. Un mélange d'espoir et de désespoir. Puis après, en fait, ça dépend aussi de chacun de nos cinéphilies différentes, quoi. Par exemple, à Two Lovers, c'est vachement moins. Pour le coup, là où... on peut regarder des trucs de mise en scène. Mathéo, par exemple, parlait beaucoup d'Under the Skin. On regardait des trucs de Bellatar. Aussi pour des questions des fois juste de mise en scène. On a regardé un travelling d'un film de... T'as les indices ? Un cinéaste polonais. Qui a fait le film avec Lannes, qui était à Cannes il y a quelques années. J'allais dire Jodorowsky, c'est pas Jodorowsky, c'est en ski. C'est fou parce que je ne connais que lui, j'adore ce film. Kiesowski, Jerzy Skolimowski. Voilà. Il y a un film de Skolimowski, dont j'ai effectivement oublié le nom également, comme ça c'est totalement c'est pas le film En hiver avec Vincent Gallo non, parce que il y a un truc, une similitude un petit peu dans la façon de filmer l'hiver. Et... Non, mais alors que vraiment, c'est marrant parce que je vous dis ça alors que c'est pour vraiment un travelling au tout début du film. C'est voilà, que j'ai oublié le nom. Mais c'est pas grave, voilà. On ira chercher. Merci. Enfin bon, voilà, il y avait ça. Non, mais franchement, il y a un... Ouais, non, c'est marrant. Enfin, en fait, chacun fouille dans ses souvenirs et dans les films qu'il est en train de voir pendant qu'on écrit, pendant qu'on prépare le film. Et il se dit, tiens, regardez, j'ai vu ça, il y a un super beau travelling. Ah, là, il y a une super belle réplique. Ah, là, il y a une lumière trop belle. Ah, une scène d'amour trop belle, tout d'un coup. Un film de Catherine Corsini que Léo nous a montré, un de ses premiers films, où il y avait une super scène d'amour qui nous a vachement inspiré pour celle entre Sophia et Laurent. Et bon, voilà, je pense que là, avec tout ça, on se rend un peu compte du bazar que c'est, et en même temps, voilà, c'est aussi comme ça qu'on travaille à trois, quoi. On accueille tout, quoi. Et des choses très différentes les unes des autres, quoi. Et à la fin, et tout ce qui, voilà, c'est juste, si ça nous plaît tous les trois, c'est bon, ça peut rentrer dans le film, quoi. Il y a quand même, c'est la seule règle, quoi. La validation. Comme d'hab. Voilà, exactement. On a vu qu'à chaque fois, il faut que les trois soient raccord. Exactement.
Merci. Mais c'est bien, merci en tout cas. Pour faire la transition, on arrive à un moment clé de notre podcast où on interroge la cinémathèque personnelle avec une particularité chez Territory. On convie nos invités à ressortir les films de territoire, des zones reculées, des œuvres indépendantes, même si tu en as un peu parlé, ou en milieu hostile. Le spectre reste malgré tout assez large. Est-ce que tu saurais nous recommander 3 films essentiels pour toi ? Bah là, instinctivement, je pense à La Dernière piste de Kelly Reichardt, qui est un film que j'adore, qui se passe... c'est en fait c'est un western, mais un western vraiment dans le sens où c'est des colons aux États-Unis et qui avancent vers l'ouest, de manière super réaliste, quoi, et qui à un moment se retrouvent à rencontrer un natif américain et qui capturent et qui vont commencer à faire le chemin avec lui. Et ils ont à la fois besoin de lui pour trouver leur chemin, et en même temps ils sont dans un rapport colonial et raciste, et voilà, et c'est comment ça va leur... Ils vont être obligés de collaborer pour avancer ensemble, et voilà, c'est un film de mise en scène, je trouve passionnant. Voilà, non, mais les personnages sont hyper bien écrits, c'est hyper beau, c'est politiquement c'est très violent et en même temps passionnant. Enfin voilà, c'est un film que j'aime énormément. Voilà un. Cette année, il y en a eu pas mal. Je sais pas si tu as été un petit peu au cinéma. Si on a vu quelques-uns. Ah bah si, tiens, Territoire reculé, mais en même temps je dis ça, mais c'est pas vraiment reculé. Non, mais c'est un peu le sujet du film, c'est que Le Rire et le Couteau, cette année, qui est aussi un film passionnant, parce que justement il interroge la question aussi la question de le colonial, parce que c'est un Portugais qui débarque pour le compte d'une ONG, je crois, faire une étude pour la construction d'une route en Guinée-Bissau, et pareil, le film prend un chemin hyper surprenant sur la manière dont... et hyper contemporaine sur la manière dont un gars très conscient de son statut néocolonial débarque en essayant de trouver sa place dans un endroit où il est plus censé l'avoir. Et pareil, c'est un film sur le désir, c'est un film passionnant aussi politiquement, très très beau, un film fleuve de Pedro Pinho, que pour moi est vraiment le plus beau film que j'ai vu cette année. Et voilà, ça pose la question de l'exotisme, ça pose la question de... non, c'est très 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 beau. Il y a la version de 5h30 qui sera projetée au Max Linder le 14 dans février, un mois. Exactement. J'y suis. Je tâtais à y aller. Je me suis déjà fait la version de 13h30, mais... Vraiment, j'ai trouvé le film passionnant. Et allez, un dernier pour la route. On n'a pas parlé de Into the Wild aussi. Je sais pas si ça a été une influence. Je crois que je ne l'ai même pas vu. Ah, c'est vrai? Ok. Honte à moi, mais... Non, mais dans le parcours, je veux dire. C'est beaucoup de plans en hélico. Si, on a dû en parler un petit peu, mais pas tant que ça. Non, mais c'est pas grave, hein. Non, mais j'ai envie de trouver. C'est le jeu des devinettes. Ma curiosité. Ah ouais, on fait ça à chaque fois avec les invités. Et voilà, des fois ça prend du temps, mais c'est marrant. Et justement, tout le monde veut trouver son 3e film. C'est souvent le 3e qui... J'ai très envie de le trouver. Je vous jure, je vais le trouver. Tiens, Ce vieux rêve qui bouge, qui est un film d'Alain Guiraudy, magnifique, qui est un moyen-métrage. Tiens, je sais même pas où ça se passe. Ça se passe dans une usine. Mais alors, dans quel... Alors lui, ça se passe souvent dans le sud-ouest, mais je sais même pas si ce film-là se passe là-bas. En tout cas, c'est un film magnifique. Aussi parce qu'il parle disons, un territoire reculé. Disons que, de manière un peu plus abstraite ou symbolique, ça parle de ça. C'est que ça parle d'une usine qui ferme, et ça parle d'un gars qui arrive pour démonter la dernière grosse machine d'une usine, et qui se retrouve confronté aux derniers ouvriers qui sont encore là avant la fermeture de l'usine. Et c'est pendant quelques jours comme ça la rencontre de ce gars avec les derniers vieux ouvriers. Et pareil, ça parle d'un monde qui finit et de celui apeurant qui se présente au loin. Et en même temps, ça parle de la condition ouvrière d'une manière super douce et sensuelle, et ça pose des questions politiques passionnantes aussi. C'est un film très 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 beau.
Merci. Merci. C'est super pour cette recommandation. Voilà, du coup, c'est la fin de notre épisode. L'horloge a tourné. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation, Anton. Et on est très heureux d'avoir parlé de Laurent dans le vent. Donc, on rappelle que le film est dans les salles depuis le 31 décembre 2025. On va remercier les équipes de Arizona Distribution et Magna Press, Chloé Lorenzi et Dorine Gandon, d'avoir permis cette rencontre. Donc, on vous souhaite tout le meilleur. On souhaite surtout tout le meilleur à ce film qu'on aime vraiment beaucoup. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, Laurent dans le vent, c'est encore dans les salles, puisque l'épisode sortira vendredi, on est mardi, mais le film est encore dans les salles. Allez-y, parlez-en autour de vous. Et voilà, merci encore Anton. Merci à vous, merci beaucoup. Pour suivre les actualités du podcast, il suffit de se connecter sur les plateformes d'écoute et la page Instagram @territory_podcast. N'hésitez pas à nous écrire ou nous faire suivre des suggestions. On espère que 2026 sera une belle année cinématographique en territoire. Nana, Kwaheri, au revoir Kenavo, bonne journée ou bonne soirée. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est partout où vous vous trouvez. C'était Territory, un podcast produit par Shaman Labs, Hassan Kamrani, Gérobec et Romain Pourrieux. Réalisation et présentation, Germaine Carpentier, en collaboration avec Laetitia Bénéat. Composition et création musicale, Fred Auger, avec la participation de Mélanie Roux.